On fait venir des conférenciers, des mathématiciens, des artistes aussi, afin de montrer un petit peu le visage pluriel de l'Afrique et ainsi reconnecter dans notre pensée, dans notre image, nous reconnecter à l'Afrique. Montrer aussi que nous sommes beaux, parce que bien évidemment, tout ce travail qui a été fait en amont a fait que beaucoup de gens de couleur noire hein, ne se sentaient pas à la hauteur, ils manquaient d'estime d'eux-mêmes, parce qu'on leur présentait toujours comme image valorisante eh ben, l'occidental. Celui qui a la peau blanche, c'est lui qui avait tous les atouts. Et donc, beaucoup ont développé des complexes et ont fini par vouloir même faire un attentat sur leur peau en la décolorant. Ils ont voulu que leurs cheveux soient lisses, comme le modèle qu'on leur présentait. Et donc, on a eu quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire afin de revaloriser cette image de nous-mêmes, afin de nous redonner une bonne estime de nous-mêmes. Donc, c'est un travail qui est encore en cours et qui est nécessaire. Parce que tant qu'on ne se sera pas réapproprié nos propres valeurs, notre propre culture, tant qu'on n'aura pas une très bonne image de nous-mêmes, tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé véritablement, on ne pourra pas se reconstruire intérieurement. Bonjour et bienvenue dans cette émission, cette nouvelle émission Racine, qui a pour objectif de rapprocher la Guadeloupe du continent africain. La Guadeloupe est située dans la mer des Caraïbes, elle est peuplée d'afro-descendants et nous avons pour ambition de faire ce pont, donc de vous donner régulièrement des nouvelles de ce qui se passe en Guadeloupe, surtout des nouvelles au point de vue culturel de ce que nous faisons et nous allons faire des échanges réguliers aussi sur ce qui se passe sur le continent. Donc, moi, je me présente. Je suis Marie-Josée Tyrolien-Pharaon. J'habite la Guadeloupe depuis de très nombreuses années. J'y suis née même et je suis médecin. Donc, je travaille en Guadeloupe et je suis la présidente de deux associations. Une association qui s'appelle Racine, qui a pour objectif de faire connaître l'histoire des afrodescendants aux afrodescendants, c'est-à-dire à tous ceux qui habitent la Guadeloupe, et une deuxième association qui s'appelle École panafricaine de Guadeloupe. Alors, je vais vous en dire beaucoup plus aujourd'hui afin que nous fassions mieux connaissance. Mais retenez déjà que notre émission sera régulière et que on pourra échanger, se rencontrer et parler beaucoup de ce qui se fait en Guadeloupe parce que nous avons besoin de faire ce contact, d'avoir des relations beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus régulières. Alors, je vais vous parler déjà de l'association Racine. L'association Racine, elle a maintenant 22 ans, donc elle est née dans les années 2000, et cette association est née de notre désir de faire connaître l'histoire aux habitants de la Guadeloupe, et par extension Martinique, Guyane, parce que vous savez ou vous ne savez pas, mais la Guadeloupe et la Martinique sont deux îles de la Caraïbe qui sont sous, j'allais dire, qui sont des départements français en fait. Ce sont des îles qui étaient des colonies et qui ont accédé en 1946 au statut de département français parce que la France n'a pas voulu abandonner les îles, elle a voulu les garder sous sa coupe. Et la Guyane, c'est pareil. La Guyane est située par contre sur le continent américain, à côté du Brésil, mais la Guyane est aussi un département français. Donc nous sommes environ à 7000 kilomètres de la France, mais nous sommes néanmoins considérés comme des départements français. Ces îles et ce département de Guyane est peuplé en majorité de personnes d'ascendance africaine parce que, en fait, l'histoire que vous connaissez ou pas, mais enfin, l'histoire a fait que la France, qui est un pays qui a un passé hautement colonial et esclavagiste, a déporté des milliers d'Africains, voire des millions d'Africains du continent africain jusqu'à nos îles. Donc, les descendants d'Africains qui ont été déportés ont connu l'esclavage, ils ont fait des enfants, on a peuplé l'île, et donc maintenant on est majoritaire. Il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1848, mais les îles sont restées peuplées en majorité d'Africains, en fait.
Donc, vous me voyez, je peux dé si je suis à Dakar ou si je suis, au Congo, enfin peu importe, on me prendra vraiment pour une africaine, native, du continent. Eh bien, la majorité des gens sont comme moi parce que nous avons fort heureusement gardé notre mélanine qui nous permet maintenant, de savoir que nous sommes, c'est un marqueur qui nous permet de nous relier maintenant au continent africain. Donc ces, ces descendants, d'Africains ou ces Africains, si on plus largement, on peut dire, hein, puisqu'il n'y a pas de différence, eh bien, nous avons été soumis au même régime que les départements français. Donc au niveau, enseignement, histoire, nous avons eu, le même régime. Donc figurez-vous qu'il y a effectivement 20 ans, hein, il y a encore 20 ans, 20-30 ans, on apprenait encore que nos ancêtres étaient les Gaulois et j'ai cru comprendre que sur le continent africain, enfin tous les pays qui avaient été colonisés par la France avaient aussi, subi, le même lavage de cerveau. Donc, nos ancêtres les Gaulois, notre histoire même ne nous a jamais été apprise, hein, celle qui fait que comment est-ce qu'on se retrouve sur ces îles-là à des milliers de kilomètres de notre mère patrie, de notre mère de naissance. Et ben, toute cette histoire, c'est ce que l'association Racine veut raconter, veut apprendre à tous ceux qui le veulent. Parce qu'il est important, comme disait Marcus Garvey, d'être enraciné, d'avoir de bonnes racines, parce qu'un arbre sans racines, vous savez, n'a pas trop d'avenir, hein. Et ben, notre peuple, s'il n'a pas ses cultures, s'il n'a pas ses racines, ben, ce sera pareil. Donc, notre association Racine, depuis 2000, donc nous avons créé un média, un journal, qui s'appelle Racine, hein, tout simplement, et qui a pour vocation de faire connaître l'histoire. Donc, de manière simple, avec des images, des mots simples, on peut ainsi, on a quand même essayé de remonter, ça fait 20 ans, hein, le fil un peu de l'histoire, en parlant, par exemple, des civilisations africaines, de l'Afrique avant la colonisation, en parlant de cette histoire de l'esclavage, en essayant de mettre l'accent sur des vérités parce que souvent, les gens disent que les Africains se sont vendus entre eux. C'est surtout les Occidentaux qui, pour se dédouaner de leurs actions, ont diffusé ce message. Et ce message a percuté, a fait beaucoup de mal en tous les cas, ici, en Afrique et partout, si bien que pour éviter que les descendants d'Africains qui sont nés hors du continent ne soient connectés directement à leurs ancêtres, on a donc diffusé des informations qui sont négatives et qui font qu'il y a eu à un moment effectivement une grande cassure entre les Antillais, qu'on appelle Antillais, et les Africains du continent. Et donc tout ça, il est important de remettre au goût du jour cette histoire, de dire véritablement ce qui s'est passé, et c'est l'objectif de l'association. Donc nous avons beaucoup travaillé, le journal, on a créé un jeu aussi de cette famille pour permettre, tout en s'amusant, de permettre aux jeunes générations et ainsi qu'aux adultes d'apprendre cette histoire. Nous avons créé aussi un mois qui s'appelle le mois de l'Afrique, qui est en action tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, on fait venir des conférenciers, des mathématiciens, des artistes aussi, afin de montrer un petit peu le visage pluriel de l'Afrique et ainsi reconnecter dans notre pensée, dans notre image, nous reconnecter à l'Afrique. Montrer aussi que nous sommes beaux, parce que bien évidemment, tout ce travail qui a été fait en amont a fait que beaucoup de gens de couleur noire, hein, ne se sentaient pas à la hauteur, ils manquaient d'estime d'eux-mêmes parce qu'on leur présentait toujours comme image valorisante eh ben, l'occidental. Celui qui a la peau blanche, c'est lui qui avait tous les atouts. Et donc, beaucoup ont développé des complexes et ont fini par vouloir même faire un attentat sur leur peau en la décolorant. Ils ont voulu que leurs cheveux soient lisses, comme le modèle qu'on leur présentait. Et donc, on a eu quand même beaucoup de travail à faire afin de revaloriser cette image de nous-mêmes, afin de nous redonner une bonne estime de nous-mêmes. Donc, c'est un travail qui est encore en cours et qui est nécessaire. Parce que tant qu'on ne se sera pas réapproprié nos propres valeurs, notre propre culture, tant qu'on n'aura pas une très bonne image de nous-mêmes, tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé véritablement, on ne pourra pas se reconstruire intérieurement.
Donc voilà, ça c'est le travail de l'association Racine. Je vous en dirai plus, bien sûr au fil de ces différentes émissions et on pourra, en parler, poser des questions si vous le désirez. Donc là, j'ai parlé de la première association pour arriver à la deuxième, qui est aussi importante parce qu'avec cette association, on avait des ateliers consacrés aux enfants. Ces ateliers consacrés aux enfants leur permettaient donc bien sûr d'apprendre leur histoire, leur culture, leur environnement, parce que figurez-vous que les manuels de géographie et d'histoire nous parlent plus de la géographie de la France, donc la Seine, les départements de français, et pas beaucoup de nos départements où nous habitons, nos rivières, nos montagnes et tout. Donc en fait, c'était pour permettre aux enfants de se reconnecter avec les fruits, les fleurs de leur pays, où ils habitent en fait, et d'avoir ainsi un contact déjà beaucoup plus proche avec la nature et avec eux-mêmes. Parce qu'en se rapprochant de son environnement, on se rapproche de soi-même. Donc ces ateliers ont eu un grand succès. Les parents étaient ravis, les enfants aussi. On a fait des voyages avec eux, on les a emmenés visiter des musées qui parlaient de l'histoire de l'Afrique, donc en particulier le musée de Washington. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un musée qui, sur 3-4 étages, retrace assez bien, je dirais même bien, notre histoire. Donc ce musée-là, on est allé sur les traces de Malcolm X, sur les traces de Marcus Garvey. Alors, pour vous dire pourquoi on a choisi d'abord ce terrain, c'est que les États-Unis sont vraiment très proches de nous, hein. En 1 heure et demie d'avion, on est aux États-Unis. Donc, on a préféré commencer par ça, c'était plus proche. Et on avait pour ambition de venir sur le continent avec les enfants. Donc, en 2019, il y a le Covid, on ne peut plus voyager, ça a remis pas mal de choses en question, mais l'engouement que les enfants avaient présenté pour les ateliers qui avaient lieu une fois par semaine nous a permis de réfléchir à la manière dont on pourrait leur proposer quelque chose de plus régulier, une école où ils seraient tous les jours en contact avec leur histoire, en contact avec eux-mêmes, bien sûr en respectant le socle de base, hein. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, comme en France, puisque nous sommes un département français, ça je le rappelle parce que souvent les gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on soit si loin et pourtant qu'on soit régi par les mêmes lois. Donc en Guadeloupe, pour monter une école, il faut déposer un dossier donc au rectorat de la Guadeloupe, en préfecture. Le préfet, c'est celui qui représente l'État en Guadeloupe. Il faut que le procureur de la République donne aussi son accord pour l'ouverture de l'école et il faut que la mairie donne aussi son accord. Donc nous, on a rempli le dossier correctement. On s'est dit là, il va falloir absolument qu'on puisse ouvrir cette école. Donc nous avons rempli notre dossier, il y avait des tas de papiers à remplir, donc des cinquantaines de pages. Enfin, nous, on était vraiment contents. On est allé remettre le dossier donc au rectorat en 4 exemplaires, parce qu'il fallait donner un dossier à la préfecture, un dossier au procureur, enfin bon, tout le truc. Et donc le rectorat a accusé réception du dossier et nous a dit, bon, mais votre dossier est complet, franchement, vous allez pouvoir ouvrir le 8 septembre 2021 si jamais personne ne s'oppose à l'ouverture. Donc, préfet. Donc, nous, on était contents, donc tout est prêt, les parents s'inscrivent, on se dit, ouais, chouette, on va pouvoir avoir une école. Et coup de théâtre, en août, le préfet de la Guadeloupe, donc le représentant de l'État français, nous envoie un courrier pour refuser l'ouverture de l'école. Alors, il refuse l'ouverture de l'école et on se dit, tiens, c'est pourquoi? Donc, on lit le courrier et il nous apprend que la dénomination panafricaine, parce que l'école s'appelle École panafricaine de Guadeloupe, il nous apprend que la dénomination panafricaine est un signe de séparatisme avec l'État français, qu'on veut faire une distinction entre les races et les cultures et qu'à ce titre, il nous refuse l'ouverture de l'école. Bien sûr, il va prendre d'autres éléments en disant que bon, notre dossier pédagogique n'est pas bon, ce que le rectorat n'a jamais souligné. Il va aussi nous parler des règles, des normes de sécurité de l'école, alors que personne n'est venu visiter l'école. Donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est du subsidiaire. Vraiment, le cœur de l'histoire, c'est que le préfet a été outré parce qu'on a appelé cette école panafricaine de Guadeloupe. Panafricaine, pour lui, c'est vraiment scandaleux. On ne peut pas se permettre d'ouvrir une école panafricaine en Guadeloupe.
Juste pour la petite histoire, il faut que vous sachiez qu'en Guadeloupe, il y a toute espèce d'écoles, bien sûr, hein, des écoles religieuses, catholiques, adventistes, des écoles juives, enfin bref, tout le monde a le droit de citer, sauf école panafricaine. C'est le mot panafricain là, ça passe, ça ne s'est pas passé. Donc, on a reçu le refus en août 2021. On s'est dit, bah, on ne va pas en rester là. On a fait appel de la décision. Alors, c'est la procédure parce qu'on ne peut pas se permettre d'ouvrir une école sans autorisation. On avait déjà pendant 4 ans marronné, c'est-à-dire on avait eu une école parallèle qui avait fonctionné très bien, mais il était temps de passer à une étape et d'avoir quelque chose de beaucoup plus officiel pour pouvoir que plus d'enfants en profitent, parce qu'on ne peut pas faire pouvoir faire une école avec 10 enfants, c'est peu. Donc on s'est dit, on va ouvrir une école qui va pouvoir avoir d'autres écoles et on est parti sur ça. Donc on a fait appel de la décision et en faisant appel de la décision, bien sûr, ils ont fait traîner les choses. On a eu beaucoup, beaucoup de difficultés une fois qu'on a fait appel parce que la préfecture de Guadeloupe, donc le procureur de la République, s'est aussi opposé à l'ouverture de l'école. Il s'est opposé à l'ouverture de l'école. Il a demandé à ce qu'on vienne contrôler les comptes de l'école. On a eu un contrôle fiscal de l'école, un contrôle fiscal de l'association Racine. Et personnellement, j'ai été convoquée à la police judiciaire sous prétexte que j'aurais fait une tentative d'escroquerie. Alors, d'escroquerie, parce que en fait, l'école demandait des fonds pour pouvoir ouvrir. Et donc, je me suis rendue à cette convocation pour m'entendre dire que finalement, il n'y avait rien dans le dossier, que bon, alors c'était vraiment de l'intimidation. En fait, elle était convoquée pour l'association de l'école panafricaine. Donc c'est l'école panafricaine qui pose problème. Le vrai problème, c'est ça. Parce qu'on ne comprenait pas très bien comment Racine, qui existe depuis 27 ans, n'a jamais eu de problème, qui fait tous les 2 ans un super événement qui s'appelle le mois de l'Afrique, qui fait venir des tas de personnalités venant de l'extérieur et tout. Il n'y a jamais eu de contrôle parce qu'elle rend ses comptes rendus autour des donations et autres. Il n'y a jamais eu de problème. Et en fait, c'est l'école panafricaine. Enfin, vous vous en doutez pourquoi cette école. Mais il faut comprendre un peu tout ce que déploie l'État français pour empêcher en Guadeloupe l'ouverture d'une école panafricaine. Ça a l'air vraiment démesuré, alors que c'est normal de vouloir, dans un pays qui est peuplé à 80% d'Africains, hein, et d'Africaines, de vouloir ouvrir une école panafricaine afin qu'ils puissent évoluer différemment, avec une bonne estime d'eux-mêmes, en apprenant ce qui est autour d'eux, dans leur environnement, en apprenant enfin cette histoire qu'on veut nous cacher ou qu'on nous a cachée et qui fait que les enfants grandissent avec un tel sentiment de mésestime d'eux-mêmes que le décrochage scolaire est frise des taux records quoi. Dans tous les départements français. C'est nous qui avons le plus haut taux de décrochage scolaire. C'est nous qui sommes enfin, le taux d'illettrisme est le plus important. Et bien sûr, son corollaire, la délinquance et ce qui va avec. Et en faisant l'école panafricaine, nous étions, enfin, notre volonté, c'était justement de réduire ces écarts, de réduire cet illettrisme, parce que les enfants que nous avions eus pendant 4 ans avec nous étaient s'intéressaient et apprenaient, mais avec une facilité déconcertante, parce qu'ils avaient enfin trouvé des choses qui les intéressaient. Et on s'est dit que voilà, en intéressant les jeunes à ce qu'ils font, on va pouvoir réduire et travailler sur ces échecs scolaires. Mais ça n'a pas été perçu comme ça partout de la même manière. Et cette décision qui est politique, hein, puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un mot panafricain ait déclenché autant de, contre nous en tous les cas, autant de volonté contraire, eh bien, on s'est dit, on ne va pas lâcher l'affaire, parce que nous, on veut œuvrer pour notre peuple et on va le faire jusqu'au bout. Donc, il y a eu donc un appel de fait. En janvier, le tribunal administratif s'est réuni et a maintenu le refus d'ouverture du préfet en augmentant les charges en tous les cas, parce qu'ils ont demandé au service secret de faire une enquête sur moi.
Et là, ils ont dit que j'ai eu des propos qui étaient contre la France, hein, contre la République française, parce que je dis que les enfants, ben, ils rentrent à l'école noire et ils sortent blancs parce on leur a lavé le cerveau. Donc, c'est une réalité, donc je ne vois pas en quoi c'est contre l'État français. Je dis aussi que l'Afrique est encore sous emprise occidentale et il faut qu'elle s'en libère. Bon, des propos comme ça ont été réinterprétés pour justifier le refus d'ouverture. Et bien sûr, ils ont parlé de racisme et tout. Donc, tout ça pour vous expliquer un petit peu qu'en Guadeloupe, il y a un combat qui est mené, il y a des choses qui se font parce qu'on a envie d'être à nouveau nous-mêmes. On a été très longtemps séparés de nos origines, de ce qui fait vraiment notre base. Et bien là, nous avons envie de retourner à l'essence, à la mère Afrique. Donc voilà, c'est tous ces propos. Je voulais donc vous en parler dans cette émission d'introduction pour vous dire un petit peu qu'en Guadeloupe, eh ben, écoutez, de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons été une première fois déportés, mais nous sommes là, nous tenons bon et nous avons envie de créer du lien avec le continent et nous nous battons afin de pouvoir faire reconnaître nos droits, surtout en cette période où l'ONU a décrété une décennie des personnes d'ascendance africaine, parce que l'ONU même s'est rendu compte que ce sont les personnes d'ascendance africaine qui sont dans le monde les plus méprisées, dont les droits sont les plus bafoués. Et elle a même dit qu'au niveau éducationnel, il faut vraiment que les États fassent des efforts pour qu'on puisse permettre à ces enfants, à tout le monde en fait, d'avoir accès à notre histoire. Donc voilà. Euh, J'espère que cette émission vous aura plu, que vous viendrez avec joie à la prochaine émission pour qu'on puisse continuer à parler de nous, de ce qui se passe en Guadeloupe et aussi de ce qui se passe de l'autre côté, sur le continent africain. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.